This is a glorious day. Day of judgment. Salut tout le monde. Est-ce qu'il fallait tourner 28 ans plus tard avec des iPhones? Est-ce que c'est un gimmick vide de sens? Est-ce que c'est une simple pirouette marketing? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tout ça, ça a pas mal éclipsé le fait de parler du film lui-même. Et bah écoutez, on va peut-être commencer par là. Alors le film se passe 28 ans après les événements du premier volet, les îles britanniques sont en quarantaine, et les gens qui sont coincés sur ces îles doivent vivre avec les infectés. Enfin plutôt survivre. Les infectés, c'est-à-dire pas les morts vivants, mais les vivants atteints d'une sorte de virus de la rage, qui sont issus de la pandémie du premier volet. Et qui en 28 ans se sont adaptés en fait à ce nouveau monde autour d'eux. Et il y a un truc vraiment de nouvelle normalité que je trouve vraiment cool, qui est assez cousin de Je suis une légende, par exemple, où le héros se rend compte que en fait, tous ceux qu'il considérait comme des monstres sont en fait la nouvelle espèce dominante, la nouvelle normalité. Ils sont la nouvelle humanité, et c'est lui le monstre. Il y a un truc un petit peu analogue là, où en fait la nouvelle espèce dominante, c'est ces infectés qui ont su évoluer, qui ont su s'adapter à cet environnement, et qui ont même développé différentes déclinaisons d'eux-mêmes, avec des infectés alpha, avec des infectés rampants qui bougent des trucs, et des infectés classiques, nus. Et à ce niveau-là, c'est intéressant de situer le film du point de vue d'un gamin, Spike, parce que lui n'a pas connu le monde d'avant. Et paradoxalement, ça le retient pas en arrière. Comme les infectés, et contrairement aux humains adultes qui eux sont retranchés dans leur trou et reproduisent éternellement les mêmes erreurs, lui il s'adapte. Là techniquement on a affaire à un post-apo qui regarde pas en arrière, et dont le positionnement c'est « Bon les gars, évoluer c'est maintenant ou jamais ». Et ça mine de rien, particulièrement dans le post-apo, c'est rare. You know, I feel he's a bit young. He's ready, Jenny. Le récit, il est classique, forcément, c'est une sorte d'histoire de coming of age, où t'as un gamin qui, avec son père, va vivre une sorte de rituel de passage à l'âge adulte en allant tuer son premier infecté. Il va se rendre compte que les adultes le déçoivent, et que ce rituel était en fait qu'une sorte de mascarade. Et il va aller vivre son propre rituel de passage en faisant ses propres choix et en s'échappant avec sa mère malade, pour aller demander à un docteur de la soigner, un docteur qui était docteur dans l'ancien monde. Et ce docteur, en fait, c'est quelqu'un qui, depuis des années, est isolé. Les gens du village d'où vient le gamin, c'est quelqu'un qu'ils ont mythologisé, qu'ils ont transformé en croque-mitaine. Donc récit classique, le voyage du héros, tout ça, mais le film traite ça avec des choix pas inintéressants. C'est vraiment cool. Il taille ses personnages de manière assez subtile. Pour reprendre l'exemple du père, le film en fait un salaud pour que narrativement ça pousse le gamin à partir avec sa mère, parce qu'effectivement le père fait objectivement quelques trucs assez répréhensibles, mais le père est aussi quelqu'un qui, depuis le départ, a montré des moments d'attention très touchants à son fils, pour le nourrir, pour le protéger. Il est extrêmement fier aussi de Spike, presque maladroitement, et toute cette scène en fait où, après qu'il soit revenu de ce rituel de passage, il gonfle en fait les exploits de son fils, ce qui gêne Spike de ouf. Mais son père est « Ah, c'est mon fils !» Enfin, il y a quelque chose de touchant. Et même si le mec est extrêmement critiquable, est-ce qu'il mérite que son fils et sa femme disparaissent sans prévenir du jour au lendemain dans un monde où il ne pourra pas savoir s'ils sont encore vivants? Peut-être pas. Pareil pour le personnage de la mère, joué par Jodie Comer, qui est atteinte de cette maladie qui la rend confuse, qui a des moments en fait presque de violence, où elle perd la perception des choses, elle sait plus quoi. Au début du film, ça pourrait partir vraiment sur un personnage extrêmement cliché à ce niveau-là, mais justement, le film ne part pas là-dessus. Et il ne montre ça que comme des aspects, pas de sa personnalité en l'occurrence, mais plus de sa condition à ce moment-là, vu qu'elle est malade. Et le reste du film va montrer les déclinaisons de ses autres facettes, et notamment de son empathie. Le personnage aussi de Ralph Fiennes, le docteur donc qui est isolé, ce qui est intéressant avec lui, c'est que, il est accusé d'être le croque-mitaine, presque une bête mythologique, mais en fait c'est la personne la plus douce, la plus compréhensive, la plus capable d'empathie de tout le récit. Et il montre en fait cette hypocrisie de la violence et de manière de montrer du doigt, de manière très fluide et très simple. Parce qu'en plus il ressent pas de ressentiment, il n'est pas revanchard ou quoi que ce soit, il a même pas conscience de ça. Parce qu'il avance, parce qu'il s'adapte. Les habitants du village l'ont vraiment utilisé comme un épouvantail. Presque une sorte d'exorcisme de leurs propres ténèbres. Ils ont vraiment collé tous leurs mots sur ce mec, bien sûr pour ne pas avoir à tourner les yeux vers eux-mêmes. C'est marrant, mais beaucoup de gens ont parlé de comment 28 ans plus tard fait écho au Brexit, notamment. Mais plus largement, c'est un film sur comment avancer dans un monde qui non seulement s'isole de plus en plus, mais surtout qui, sous couvert de faire communauté, isole de plus en plus les gens qui lui reviennent pas.
Au niveau de la forme, alors Danny Boyle a toujours eu un sens du cadrage qui était moi. Et dans ce film, il a toujours ce sens du cadrage, il y a des plans qui sont magnifiques. Justement, tellement beaux que tu te dis, putain, j'aimerais bien qu'il dure un peu plus. Et là, on arrive en fait sur ce qui est au centre du style de Danny Boyle, c'est le montage. Et en l'occurrence, un montage d'hyperactif. Alors, le monteur du film, c'est John Harris. C'est un mec qui a bossé avec Danny Boyle depuis 127 heures, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le style de Boyle. Et Boyle a toujours eu ce style d'hyperactif. Et tu peux pas reprocher à un hyperactif d'être hyperactif. Au bout d'un moment, il a un rapport très personnel à ce montage qui est juste sa manière de voir le monde. Ça n'empêche pas que dans le film, ça demande un temps d'adaptation. Moi, j'ai mis 20 minutes à identifier si le film était frénétique juste pour te donner un genre et frénétique de manière vide, ou si c'est une frénésie qui menait quelque part émotionnellement. Heureusement, c'est une frénésie qui mène quelque part. On n'est pas sur Resident Evil 6. Petite dédicace au passage à Doobie White, le monteur de Resident Evil 6. Où es-tu, Doobie? Que fais-tu aujourd'hui? Où en es-tu dans la vie? Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette cadence, du coup? Dans le cas de 28 ans plus tard, il y a des expériences de montage dedans qui, sur certaines séquences clés, qui sont assez saisissantes, notamment quand le père et le fils partent pour le rituel de passage à l'âge adulte. Il y a toute une montée en fait du montage qui mixe des images d'archives, le passé, le présent, le futur, des images oniriques. Il y a quelque chose qui monte en puissance. Ça te donne l'impression d'un monde qui palpite. Parce que ce qui se joue dans cette scène, c'est pas juste un père et un fils qui crapahutent dans la forêt, c'est tout le poids des coutumes humaines, en fait, qui pèsent sur eux, sur l'attente d'un père envers son fils, l'attente d'une communauté envers quelqu'un, la violence dont tu dois faire preuve pour faire tes preuves. Il y a presque une manière, en fait, pour les personnages, à travers ce montage, d'halluciner leur propre vie. Parce qu'en fait, il y a cette dissonance dans le film entre cette situation totalement extraordinaire et, au bout de 28 ans, la banalité qui s'est mise autour. Donc il y a cette espèce de tension constante entre la banalité et l'extraordinaire qui donne l'impression en fait d'arpenter presque un rêve. Et le montage de Boyle finit par créer cette sensation en fait d'un truc, d'une cadence, d'un tourbillon qui te prend avec les personnages. Et avec eux, t'as la sensation en fait d'halluciner le monde que t'es en train de voir. Right, sit here. Sit Auntie, what's going on? Jimmy, sit still, keep quiet and do not move from this spot. Ce qui est intéressant, c'est que la manière de monter des choses, la manière de filmer les choses, c'est bourré de règles en fait sur la manière de bien faire. Mais si vous regardez 28 ans plus tard, le film est bourré jusqu'à la gueule de faux raccords. Mais c'est pas grave parce que le film adopte pas une logique de continuité dans son montage, enfin des fois si quand même, pour les séquences un tout petit peu plus calmes, mais il adopte une logique d'énergie, un peu à la façon du style que pratique Lars von Trier par exemple. Et encore une fois, bon Dieu, dans la sphère grand public, ça fait du bien de voir des films qui ressemblent pas trop aux autres. C'est rare, c'est très très rare. Avec 28 ans plus tard, là, t'as une proposition. Ah oui, le travail sur le son est vraiment très très bien aussi. La séquence où le père et le fils qui veulent rentrer au village sont coursés par l'infecté Alpha. Putain, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti une tension comme ça devant un film. Il y a un truc sur le son qui contrebalance parfaitement l'image, il crée une dissonance. C'est pas en fait ultra lourd, qui se rapproche. Tu mets ça en parallèle avec la frénésie de l'image et le côté presque aérien dans cette frénésie qui est en train de se passer à l'image. Le cerveau can't compute. Parce qu'un truc ne peut pas être aussi lourd à l'écoute et aussi rapide à l'image. Du coup, sans que t'en aies conscience, ça crée vraiment un truc qui est pas normal. Ça te met dans les pompes des personnages parce qu'ils sont poursuivis par un putain de pur cauchemar. Donc le son, moi. Mais donc, pour en venir à ce fameux iPhone, pourquoi diable Danny Boyle a-t-il tourné ce film avec un iPhone? Alors, déjà, il n'a pas uniquement tourné ce film à l'iPhone, il l'a tourné majoritairement à l'iPhone et il y a d'autres caméras qui ont été utilisées pour d'autres séquences. Et ensuite, quand on dit que Danny Boyle a tourné ça à l'iPhone, c'est pas Danny Boyle qui s'est ramené avec un iPhone 15 et qui a filmé toutes les séquences comme ça à bout de bras, tout seul. Si vous voyez des images de making-of, les iPhone 15 qu'ils ont utilisés sont connectés à des rigs qui sont ultra velus, avec parfois des focales de cinéma qui font la taille d'une batte de baseball. Mais ça, c'est pas étonnant, parce que sur tous les tournages de ce type, toutes les caméras, quelles qu'elles soient, sont toutes pimpées de toutes les manières possibles et imaginables. Bref, c'est un petit peu comme quand les Foo Fighters disent « Ouais, on a enregistré le dernier album dans le garage de Dave Grohl pour avoir un son plus rugueux, mais ça n'empêche pas que derrière, ils ont un mastering d'enfoiré et que l'album sonne comme tous les autres albums qui ont une production pétée de thunes. » Donc tu dis « Ouais, bon, c'était peut-être plutôt pour la posture. » Mais alors, est-ce que Danny Boyle, c'est pour la posture?
Les intentions affichées par Danny Boyle, c'est qu'il voulait être dans la continuité de ce qu'il avait fait avec le premier volet, c'est-à-dire au début des années 2000, 28 jours plus tard, qu'ils avaient tourné dans son immense majorité avec des caméras, selon nos standards actuels, qui sont de très très mauvaise qualité, même les standards de l'époque. La caméra, c'était la fameuse Canon XL1 qui filmait en 480p. Il y avait des raisons pratiques pour ça, on va y revenir, mais l'idée c'était, si on est dans une apocalypse, comment on peut donner l'impression d'un film qui est shooté de l'intérieur? Comment donner aux images un côté rugueux, comme si elles étaient filmées par des survivants d'apocalypse? C'était ça l'idée. Et aujourd'hui, Danny Boyle s'est dit, c'est quoi l'équivalent de ces caméras qui étaient accessibles à tout le monde à l'époque? Aujourd'hui, c'est les smartphones. We're making movies, folks. We're making movies today. Mais après, ça a aussi débouché sur plein d'avantages pratiques, notamment la légèreté que ça permettait, vu que on obtient en fait un rig très léger, très adaptable. Comme Danny Boyle a un style de montage très épileptique où il faut rentrer énormément de plans avec énormément de setups différents, ça permet de s'adapter beaucoup plus vite à ça. Ça montre aussi un monde qui est assez immaculé, qui est beaucoup moins parcouru par l'humain. Du coup, filmer avec une équipe réduite et avec une plus grande légèreté, ça permet de laisser beaucoup moins de traces et littéralement d'être beaucoup plus raccord avec l'univers qu'on est en train de filmer. Mais la question que tu te poses au bout d'un moment, c'est qu'est-ce qu'ils ont shooté avec l'iPhone qui n'aurait pas pu shooter avec d'autres caméras? Est-ce que c'était juste plus facile avec l'iPhone, ou est-ce que l'iPhone a vraiment apporté quelque chose de plus? Le truc, c'est que ce qui a permis l'iPhone qui n'aurait pas été possible autrement, c'est notamment l'espèce d'effet bullet time qu'ils ont fait. Ils ont mis en fait une vingtaine d'iPhones en arc de cercle. Quand les personnages tirent une flèche et qu'il y a un impact de flèche sur un infecté, la caméra, avec ses 20 iPhones, en fait, tu distors le temps en fait, et tu tournes autour de l'infecté et autour de l'impact. C'est un effet qui est sympa, qui est assez étonnant. Tu fais ok, ça participe en fait à l'espèce de désorientation que tu peux ressentir dans certaines séquences. Fondamentalement, c'est pas essentiel dans l'histoire ou quoi que ce soit d'avoir ce genre d'effet. Mais après, est-ce qu'il faut une justification forcément à certains effets? C'est l'éternel truc du qu'est-ce qui justifie ça? Par exemple, un impact de flèche, disons, il y a 500 manières de filmer cet impact. La caméra là, tu tournes autour, de loin, de près, enfin bref, 500 manières. Il y a 490 manières qu'on connaît par cœur parce qu'on les a vues dans tellement de films, de séries, dans plein de choses. Et les 10 dernières auxquelles on n'est pas habitué, dès qu'un truc sort un tout petit peu de notre zone de confort ou d'habitude, soudain ça doit se justifier. Ça, c'est un discours que j'ai entendu beaucoup, notamment autour des plans séquences. Je me souviens quand James Bond Spectre était sorti et qui commence par ce long plan séquence au milieu du carnaval, il y avait plein de gens que j'entendais dire mais qu'est-ce qui justifie ce plan séquence? Mais j'ai envie de retourner la question en fait, qu'est-ce qui justifie de ne pas faire un plan séquence? Si tu peux te permettre de ne pas couper, pourquoi couper? Est-ce qu'on se demande ce qui justifie une coupe? La plupart du temps, non. Donc il y a tout ce truc la gratuité d'un effet, soudainement, c'est pas justifié, c'est un truc de poseur. Bah écoutez, si on commence à demander à ce genre de truc de systématiquement se justifier, je pense qu'il y a énormément d'autres trucs auxquels il va falloir aussi demander de se justifier, si on veut rester cohérent. Bref, tout ça pour dire, Boyle a présenté 28 ans plus tard comme un retour aux sources, un retour à la démarche de 28 jours plus tard. Mais le truc, c'est que ça reste différent. Parce que ce qu'il a fait sur 28 jours plus tard, fondamentalement, c'est un truc qui n'est pas reproduisible. Avec 28 jours plus tard, il y avait une raison très pratique aussi de filmer avec ces caméras pas chères et juste de mauvaise qualité. C'est que quand tu veux vider les rues de Londres, c'est-à-dire filmer à l'orée du jour, dans une fenêtre de à peu près un quart d'heure à peine, où il n'y a personne dans les rues, et où tu veux filmer Cillian Murphy qui est un petit peu hébété, en fait si tu veux filmer ça, tu dois filmer avec plein de caméras. Le film coûtait 8 millions, pas plus. T'as pas le choix. Au bout d'un moment, il faut utiliser certaines caméras super abordables. Et ensuite, comme Boyle est un cinéaste, il s'est dit « Tiens, mais quitte à avoir cette esthétique, qu'est-ce que j'en fais ?» Avec ce film, il y avait une recherche esthétique autour de ce qu'était une image de cinéma. Parce que Boyle savait qu'il faisait un film qui n'avait pas du tout la gueule de ce qui était censé être un film de cinéma. Tout comme les gars du Dogme 95 le faisaient depuis presque 10 ans à ce moment-là. Et d'ailleurs, le directeur photo du film, et qui est aussi le directeur photo de 28 ans plus tard, c'est Anthony Dodd Mansell, un mec qui a bossé avec les gars du Dogme 95, notamment sur Festen. Donc en fait, il y a une filiation très claire sur toute cette recherche à l'époque qui était « Putain, on a une nouvelle esthétique qui est en train d'émerger. On a cette esthétique numérique qui ressemble pas du tout à l'esthétique argentique. Qu'est-ce qu'on en fait ?» Et cette période, elle a duré en fait très peu de temps. Ça a été un blip. Ça a duré à peine 10 ans, je dirais. C'est une période où les images numériques étaient identifiables en tant que telles. On pouvait au premier coup d'œil, sans être éduqué à l'image, sans quoi que ce soit, appréhender le truc en disant « Ça, c'est une image numérique, je le vois, c'est explicite. »
Et très rapidement, les caméras numériques ont suffisamment évolué pour atteindre une performance dans l'image qui leur permettait d'émuler la qualité de l'argentique et d'aller même au-delà en termes de résolution. Et pendant cette période très courte, t'as des cinéastes qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on va un petit peu bousculer les habitudes du spectateur? Et on dit, tiens, finalement, peut-être que ce langage du cinéma qui s'est axé autour de l'argentique pendant plus d'un siècle, peut-être qu'il y a autre chose. Ça n'empêche pas qu'on peut garder l'argentique aussi, mais on peut, dans la boîte à outils, utiliser juste cette esthétique numérique pour faire autre chose et montrer que c'est juste une question de goût. À l'époque, il y a Michael Mann qui s'est emparé de ça, qui a fait Collateral. Il y a Wachowski qui a fait Speed Racer, qui a hélas été un gros flop. Il y a eu David Lynch qui a fait son film le plus jusqu'au boutiste de tous, Inland Empire. Evil was born and followed the boy. I'm sorry, what is that? Vidoc aussi, qui est un très mauvais film, mais qui est un film très intéressant dans l'évolution de l'histoire des images, parce qu'il a essayé des trucs assez fous. Et je parle pas uniquement de Depardieu qui essaye de faire de la savate. L'esthétique numérique, parfois dégoulinante, il l'a vraiment embrassé à fond. Mais voilà, un film comme Collateral, on n'en aura plus jamais des comme ça, qui ressemblent à ça. Cette manière qu'a eu Michael Mann d'utiliser ses caméras pour filmer la nuit à Los Angeles, utiliser ce que permettaient les capteurs de ces caméras pour obtenir ce rendu qui est très délavé, qui est ni tout à fait réaliste, ni tout à fait onirique. C'est très bizarre parce que cette esthétique numérique, c'est une esthétique qui existait dans son imperfection. Et plus elle a évolué dans sa perfection, plus elle est devenue précise, plus cette esthétique-là s'est effacée. Et ceux qui ont vraiment continué à explorer cette esthétique-là, c'est surtout en fait les artistes contemporains. Dans le contexte du cinéma et d'une industrie qui manie tellement d'argent, de budget et qui est tellement dépendante des attentes du public, reconfigurer l'œil du spectateur, fondamentalement, c'était trop de boulot. Souvent on peut entendre, 28 jours plus tard c'est un film cool, mais putain qu'est-ce qu'il est moche. Sur ma télé 4K là ça passe pas. Et effectivement la télé 4K ne pardonne pas à ce niveau. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on peut dire d'un tableau abstrait qu'il est moche juste parce qu'il n'est pas aussi précis qu'un tableau figuratif ? Est-ce que les premiers albums des White Stripes sont moches parce qu'ils ont une production qui est volontairement ultra rugueuse par rapport à des productions plus polish ? C'est une question d'éducation de l'oreille, des yeux et une question de ce qu'on recherche. Au bout d'un moment, est-ce que le choix esthétique raconte de la meilleure manière possible l'expérience qu'on est censé vivre ? Dans le cas de 28 jours plus tard, oui. Putain, oui. Donc le truc, c'est que dans le cadre du cinéma, l'imagerie numérique n'a pas cherché à trouver sa propre identité, en dehors des exceptions que j'ai citées. Et c'est là que je fais, et petite dédicace à mon ami Vincent, cette idée était venue d'une discussion avec lui, c'est là que je fais la différence entre l'esthétique numérique et l'esthétique digitale. L'esthétique numérique, c'est celle qui a existé dans les années 90-2000, on va dire, dans la petite période dont j'ai parlé. L'esthétique digitale, c'est la manière dont cette esthétique numérique s'est effacée pour devenir invisible et proposer en fait des images ultra précises, ultra interchangeables, qui rejoignent un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'esthétique de plateforme. L'esthétique digitale, c'est une esthétique léchée, lisse, mais qui n'est pas belle en tant que telle, qui est belle dans l'imitation de quelque chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être là qu'est la différence fondamentale que je fais, c'est que l'argentique et le numérique des débuts, c'est une texture. C'est un outil avec lequel, en tant que créatif, tu peux jouer pour l'esthétique que c'est. Et le digital, c'est la possibilité d'une esthétique. C'est ça la différence, selon moi. Tout ça, c'est symbolisé, l'esthétique digitale, par le format log, le fameux format log qui est extrêmement désaturé. C'est le format en fait qui enregistre un maximum d'informations visuelles dans l'image et qui va permettre en post-production d'étalonner l'image de la manière la plus large possible. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc c'est pour ça finalement que 28 jours plus tard, contrairement à ce que dit Boyle, c'est pas vraiment reproduisible parce que 28 jours plus tard, ça a capté un moment unique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un enjeu autour de la performance des images ? Ok, on est tous d'accord sur le fait que les caméras, même les smartphones et même les derniers iPhones, ont évolué au point que toutes les images sont ultra performantes, toutes les images sont potentiellement ultra belles. La plupart des gens, tu leur aurais jamais dit que 28 ans plus tard était tourné avec un iPhone 15, personne n'aurait tiqué. Quasiment pas. Après, dans 28 ans plus tard, il y a encore quelque chose d'un tout petit peu discernable sur une esthétique iPhone, on va dire, qui est un petit peu différente. Danny Boyle n'essaie pas de la balayer sous le tapis ou de tricher avec, et même il l'embrasse complètement. Pour un film qui contient autant de plans vraiment magnifiques, il y a certains plans dont le cadrage est volontairement amateur,
Je sais pas si c'est le piquer l'image, quoi que ça veuille dire, le grain, quoi que ce soit, il y a encore quelque chose dans certaines séquences où une image d'iPhone est encore identifiable en tant qu'image d'iPhone. Mais je pense que sur ce plan-là, on est vraiment sur la dernière limite de la dernière limite de la dernière limite de ce qui est encore reconnaissable à ce niveau-là. Mais là où le fait de shooter avec des iPhones devient aussi vraiment intéressant, c'est que dans la période actuelle, dans l'industrie, il reste énormément d'obstacles mentaux dans les manières de faire. On l'a vu récemment quand, par exemple, Gareth Edwards tourne The Creator ou quand Alex Garland fait Civil War avec des caméras qui ne sont pas des caméras à 12 milliards de dollars comme on pourrait le voir sur ce type de production dans un circuit classique, mais des caméras accessibles à tout un chacun, des caméras que tu peux acheter à la Fnac. Bah, soudainement, tu as l'impression que toute la conversation autour des films s'axe autour de ça. Parce que ça crée une rupture. Au point que les directeurs photos de ces films, au bout d'un moment, ils en avaient marre qu'on continue à leur parler de ces caméras. Ils voulaient juste parler de leur travail au sens large. Et on continuait à leur parler de ces shots de caméra comme si c'était révolutionnaire. Mais si on part du principe aujourd'hui que une image pro est atteignable, et ces films le prouvent, avec des caméras aussi peu chères, à une échelle de l'industrie, ça n'empêche pas que depuis des années, l'inflation des budgets, l'inflation des manières de faire ne fait que s'accroître. Gareth Edwards, quand il a fait The Creator, il a dit que s'il avait fait ce film d'une manière classique à Hollywood, ça aurait coûté presque 200 millions de dollars. Mais comme il a fait à sa manière, vu qu'il a aussi une expérience dans les effets spéciaux, il a fait des choix au niveau des caméras, de l'équipement, cette manière de tourner aussi sur des sets réels, il a fait un film qui coûte 80 ou 90 millions de dollars. Et il a attiré en fait l'attention sur le fait que les obstacles mentaux et les vieilles manières de faire continuent à créer en fait une inflation qui n'a aucun sens. Jusque-là, quand des réalisateurs utilisaient genre une GoPro, genre Peter Jackson quand il utilisait une GoPro dans La Désolation de Smoke, dans Les Rapides, c'est parce qu'il ne pouvait pas utiliser une autre caméra. C'était comme obtenir une sorte de mot d'excuse du médecin. Mais là, aujourd'hui, quand on est arrivé à un tel degré de perfectionnement, j'ai l'impression que l'obstacle mental, ça tient aussi au fait qu'il y a une surcompensation. Parce que l'industrie doit continuer à justifier sa place et sa domination. Donc quand tu as tellement de ce que j'appellerais des amateurs pros, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas issus de cette industrie-là, mais qui, que ce soit en termes d'effets spéciaux, en termes de qualité d'image, en termes de créativité, proposent des choses qui sont non seulement professionnelles, mais d'une qualité qui est bien au-dessus de ce que propose l'industrie du divertissement établie, bah, l'industrie en question, symboliquement, elle doit continuer à entretenir le gouffre qui sépare les pros des amateurs pros. Et ça passe aussi par le fait d'être dans une inflation technologique, tout le temps, à dire oui, mais obtenir cette caméra à 2 milliards de dollars, ça va créer finalement quelque chose de super différent. Il y a tout un langage, si tu veux, du progrès technologique qui accompagne en fait les sorties et l'expérience cinématographique, qui relève aussi de ça. L'IMAX, bien entendu, en fait partie. Ça n'empêche pas qu'effectivement, un bon film en IMAX, putain, ça pète. Mais ça reste aussi un cheval de Troie inversé pour l'industrie, pour dire regardez, on est encore pertinent, s'il vous plaît. Donc quand l'industrie se retrouve face à des films comme 28 ans plus tard, Civil War ou The Creator, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu ambivalent chez eux, où à la fois ils poussent ces films à avoir du succès, mais en même temps ça les gêne que ces films ne soient pas faits dans leur serail. Donc si Danny Boyle et son équipe ont tourné avec des iPhones, c'est parce qu'ils pouvaient. Et putain, ils ont bien raison. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ose l'espérer. Merci de votre soutien, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a toujours la page Tipeee, dont je mets le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera sur le nouveau Naked Gun. Le nouveau Y a-t-il un flic? Putain, j'ai peur. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.